est un ressortissant français. Et j'ai d'ailleurs été ulcéré quand j'ai vu que Michel Blanc, je suis félicité naturellement, comme nous tous sans doute, de sa libération, était présenté par la presse. Je ne connais pas toujours l'ensemble des choses, comme le plus vieux détenu français à l'étranger. C'est pas vrai. Le plus vieux détenu français à l'étranger, c'est Michel. Alors, il y a d'abord cette intervention auprès de l'autorité politique camerounaise. C'est où et quand il veut, le président. Et si naturellement il ne souhaite pas nous recevoir, nous en tirerons un certain nombre, pardonnez-moi, de déductions, et nous dirons qu'à partir du moment où il n'a pas voulu faire droit à cette demande de rencontre, c'est que cette situation ne l'intéresse pas. La deuxième initiative, naturellement, c'est relancer le processus de Genève. Parce que le Cameroun est un pays qui a signé la Convention de New York, autrement appelée Pacte des droits civils et politiques. Ça engage le Cameroun sur le plan international, mais ça engage aussi le Cameroun sur le plan national. Et sur le plan national, il y a un certain nombre de règles dans cette convention qui définissent ce que doit être une justice ordinaire, je devrais dire impartiale. Elle ressemble d'ailleurs, cette convention, sur un certain nombre de points, à s'y méprendre, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui est la convention, autrement appelée Convention de Strasbourg, que la France a ratifiée. Le troisième volet d'intervention, c'est naturellement ne pas oublier qu'il existe entre la France et le Cameroun et la France, une convention bilatérale qui permet aussi d'envisager l'exécution de la peine. Et puis enfin, il y a un autre volet, et il n'est pas neutre dans cette affaire, qui est le volet pécuniaire, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'en réalité, l'État camerounais lui doit beaucoup d'argent à Michel. Et donc, il y a un certain nombre de juridictions internationales qui vont reconnaître l'existence de cette créance, car c'est cette créance, d'aucuns le disent. Moi, je ne veux pas m'engager sur ce terrain, mais d'aucuns pensent, avec un certain nombre d'arguments, que c'est cette créance qui justifie aujourd'hui sa détention. Donc voilà les quelques pistes auxquelles naturellement on songe, et puis une mobilisation médiatique. Parce que ça ne peut pas, cette situation, sombrer dans une espèce d'oubli qui arrangerait finalement tout le monde, sauf cet homme, sauf son fils qui est ici, sauf tous ceux qui sont amoureux de la liberté et de la justice. Donc il faut en parler, il faut mobiliser les gens, il faut que cette situation, naturellement, ne soit pas une situation qui tombe dans un oubli qui serait un oubli coupable de notre part. C'est l'une des raisons, c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté, mais tout de suite, de m'engager aux côtés de cet homme. Je voudrais vous dire que dans les jours qui viennent, pour ne pas dire dans les semaines qui viennent, j'envisage naturellement de le rencontrer au Cameroun, puis d'essayer d'y rencontrer le président s'il est au Cameroun. Voilà les quelques éléments que je voulais vous livrer. Je suis à votre disposition si vous souhaitez me poser un certain nombre de questions. Et puis, merci d'être là, parce que c'est quelque chose et c'est un combat qu'on ne peut pas gagner seul. Un journaliste qui m'interviewait tout à l'heure me disait « mais jamais personne n'a obtenu ». Je lui ai répondu « il n'est jamais trop tard pour bien faire » et c'est vraiment ce que je pense. Voilà, je vous remercie d'être là. J'ai passé la parole à M. Fatenier, qui connaît le dossier sur le bout des doigts, qui se bat au Cameroun dans des conditions qui sont très difficiles au soutien des intérêts de cet homme et avec lequel, naturellement, je souhaite que nous formions une véritable équipe. Monsieur le bâtonnier Tchungan qui nous vient de Yaoundé. Monsieur le bâtonnier, la parole est à vous. Je vous remercie. Je ne viens pas de Yaoundé, je viens de Douala. Je veux d'abord saluer tous celles et ceux qui ont pris le temps de se déplacer pour venir ce soir soutenir celui que nous appelons affectueusement MTA, Michel Thiédon. Je voudrais rétablir un certain nombre de faits pour éviter des amalgames. Le processus pénal au Cameroun est terminé. Il n'y a plus, il n'y aura plus de procès pénal au Cameroun dans le cas de cette affaire. Le dossier Michel Thiédon, il faut s'en souvenir, se résume à quelques chiffres. 52, 4050, 12 et 18.
ainsi évoqué, ça ne vous dit rien. Il a passé 52 jours en garde à vue. 52 jours en garde à vue. À l'époque, il fut arrêté pour faire de grand banditisme. Par la suite, on a cherché de l'inculpation pour le rapprocher d'un dossier politique. Le Calmis 50, c'est le nombre de jours qu'il a passé en détention préventive. Alors que la loi camerounaise indique que le délai maximum, c'est 18 jours. 12 années correspond au délai d'instruction de l'affaire pour laquelle il vient d'être condamné à 20 ans de prison. 18, c'est le nombre d'années continues passées en maison d'arrêt. Aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir si il faut libérer Michel ou il faut le libérer. Le débat aujourd'hui est de savoir quand est-ce que Michel doit sortir. Et à cet effet, je voulais inviter tous ceux qui le soutiennent à avoir une forte pensée pour lui. Nous avons été reçus il y a 2 jours à l'Élysée. Il nous a été indiqué qu'effectivement le président François Hollande a envoyé une seconde lettre au président Biya pour lui rappeler ses engagements. Au mois de décembre, date à laquelle est intervenu le dernier jugement pénal, nous avons été sollicités officiellement pour présenter une demande de grâce. Sur le plan personnel, nous y étions opposés, le client nous a demandé de le faire, nous avons présenté une demande en grâce admission. Je pense que les techniciens du droit comprendront la différence qu'il y a entre une grâce simple et une grâce admission. Depuis 3 ans et demi que je suis dans cette affaire. Ça fait 3 ans et demi que je suis dans le dossier. Nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y avait, au-delà du volet pénal, il y avait un volet financier, dont personne n'avait jamais parlé, je me souviens. Lorsque j'ai rencontré l'ambassadeur Bruno Guin, que je lui ai parlé de ce volet financier, il m'a dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi n'entend pas parler avant? De quoi s'agit-il? Michel Tangana, et j'étais surpris à l'Élysée d'entendre dire qu'il était binational. Michel Tangana est un citoyen français. Je parle devant témoin parce que les époux graves qui étaient avec moi à l'Élysée il y a 2 jours, son épouse s'est offusquée lorsqu'elle a entendu dire qu'il était binational, traité au Cameroun comme un Camerounais et en France comme un Français. Et on lui a dit s'il avait été français, nous aurions agi autrement. Je voulais dire que je défends un citoyen français, même s'il est d'origine camerounaise. Quand je vois les devoirs de Dieudonné, qui est d'origine camerounaise, mais tout le monde le traite ici comme un Français, n'est-ce pas? Donc, par voie de conséquent, je souhaite que vous souteniez votre compatriote en dépit de son origine et de sa couleur de peau comme un Français. Alors, de quoi s'agit-il? En 1987, le Cameroun entre en pleine crise économique. Nous sommes en ajustement structurel. L'État ne peut plus faire face à ses engagements concernant les marchés publics, notamment dans le domaine des travaux publics. Les entreprises franco-européennes qui étaient dans le domaine des infrastructures se désengagent du Cameroun en laissant des ardoises extraordinaires. Il y a une négociation qui s'est engagée entre ce groupe d'entreprises et le Cameroun et des conventions de règlement et de reconnaissance des dettes sont signées entre ces 12 entreprises dont nous ne citerons pas de nom, mais notez qu'elles sont tous du CAC 40. Le président de la République ordonne au ministre des Finances de signer les conventions. Ces conventions sont donc signées. Monsieur Michel Tangana est financier dans une grosse boîte, dont je ne citerai pas le nom, qui fait partie de ce consortium. Mandat lui est donné d'aller négocier les conditions de règlement de cette dette. Bon, j'ai entendu dire qu'il a été embauché. Michel n'a jamais été fonctionnaire camerounais. Il n'a jamais été embauché par l'État du Cameroun.
Il vient au Cameroun dans le cadre d'un mandat d'un consortium pour négocier des modalités de règlement d'une dette. Arrivé au Cameroun avec 3 autres Français parce qu'il n'était pas seul. Un accord est terminé. Il est décidé de mettre en place une structure mixte, secteur privé, secteur public, pour gérer cette dette. C'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le CD2, c'est-à-dire la conversion de la dette en prêt, à condition que l'État qui est bénéficiaire de ce prêt réalise un certain nombre d'infrastructures en donnant ce qu'on appelle, les techniciens le comprendront, un fonds de contrepartie. Les conventions sont signées, la structure de gestion est mise en place, et Michel Ataranda est nommé président de cette structure. Il n'est pas fonctionnaire. En avril 1997, se produit un événement unique. Un membre du gouvernement de la République du Cameroun décide de démissionner et de se porter candidat à l'élection présidentielle. Il se trouve que Michel avait collaboré quelques mois plus tôt avec ce membre du gouvernement. Il est donc appréhendé. Il lui est demandé de dénoncer le politique en question. Michel, qui est un religieux, refuse de se soumettre à ce chantage et il est embastillé pendant 52 jours parce qu'il refusait de dénoncer ce politique. Voilà son crime. Il n'y en a pas d'autre. L'acquisition est effectuée chez lui, ses documents sont confisqués, son permis de séjour est confisqué parce qu'il avait un permis de séjour au Cameroun. Tous les documents qui établissent qu'il n'a jamais touché un franc de liens publics sont confisqués. Les scellés disparaîtront et il sera condamné à 15 années de prison dans un procès qui durera moins de 24 heures hors ses avocats. Il passera 15 années de prison dans des conditions floues où la confusion a fait en sorte que l'opinion publique française ne comprend pas ce qu'un Français va faire au Cameroun dans la gestion des fonds publics, ce qui est naturel. On ne comprendrait pas que je sois poursuivi en France pour détournement de fonds publics alors que je suis ni français ni fonctionnaire français. Ça a perturbé l'image. Il est resté dans ce flou pendant 17 ans. Nous sommes entrés dans ce dossier il y a 3 ans et demi. Lorsque la seconde affaire a été appelée. En 3 ans et demi, il a été démontré de manière irréfutable que le dossier était vide et que finalement ce monsieur n'avait rien à faire dans ce box. Et la conviction a été acquise par les 3 juges. Il était innocent et nous nous apprêtions à attendre le prononcé d'un acquittement. La veille du délibéré, des décisions administratives sont intervenues pour faire exploser la collégialité des 3 juges et désigner 2 nouveaux juges dont aucun des 2 juges n'avait assisté aux audiences. Effectivement, la décision que tout le monde connaît est tombée. Le code de procédure pénale camerounais est extrêmement clair. Les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences ne peuvent pas participer au délibéré sous peine de cassation. Cette critique n'a pas été acceptée par la Cour suprême. Voyez-vous, nous sommes des professionnels, nous accompagnons Michel et nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Il lui a été demandé de présenter une demande de grâce à la veille de la fin d'année. 2 événements sont intervenus pour perturber ce calendrier. C'est la libération des otages français kidnappés entre guillemets par Boko Haram. Alors que nous nous attendions à l'annonce de sa libération au 31 décembre, une libération miraculeuse est intervenue et c'est cette libération qui a été annoncée en fin d'année. Je voudrais que vous en preniez parfaitement conscience. Vous êtes loin du dossier, vous êtes loin de la réalité politique de mon pays. Moi, je ne suis pas venu ici pour critiquer X ou Y. Je note que les autorités françaises, dès lors qu'elles ont eu la réalité du dossier, en passant par le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius et M. François Vlad, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour soutenir le processus
qui devait aboutir à la libération de François Hollande. Tout souffre de Michel lapsus linguique. Mon président, M. Biya-Paul, pendant longtemps a été manipulé dans le cadre des informations qui remontaient. On lui a notamment caché d'abord le fait que Michel n'était pas camerounais, les documents l'établissent. On lui a notamment caché qu'en réalité, il n'y avait pas de dossier financier, il a découvert il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes, depuis 1992, nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il y a non seulement un volet financier, mais que le Cameroun accepte qu'il y a ce volet financier. Une instruction 2012, une instruction présidentielle a été ordonnée. La police judiciaire camerounaise a enquêté. Des conclusions ont été produites. Les chiffres juin 2012 sont les mêmes que les nôtres. La créance en juin 2012 était de 278 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 360 milliards de francs dus par le Cameroun au consortium. Ça durera le temps que ça durera. Mais un jour viendra où il faudra faire face à ces engagements-là. Les conflits qu'il y a aujourd'hui dans le système politique camerounais sont des conflits qui ne concernent pas Michel Tigadra. Il est la victime expiatoire d'un combat politique dont il est étranger. Je dis toujours qu'en 1997, il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Il faut intégrer cette donnée si l'on veut que cette affaire aboutisse. Nous sommes très près du but. Je vous demande en toute simplicité que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui aient l'humilité de ceux qui ne connaissent pas le dossier, qui viennent voir sur le terrain. C'est très compliqué. Les conditions de détention de Michel Tigadra sont difficiles. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, nous sommes obligés de négocier pour qu'ils puissent bénéficier de ce qu'on appelle des commodités primaires d'un homme. Et pour cela, moi je suis définitivement convaincu que ce ne sont pas les oukas, ni les... Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas mon pays, chaque pays est un pays avec ses complexités, avec ses difficultés. Mon président, c'est un homme très particulier. C'est un jésuite. Il inscrit tout ce qu'il fait dans la durée. Quand vous attendez une semaine, il met 3 mois pour décider. C'est pour ça que je suis tellement serein et calme, que je suis convaincu qu'il va donner une réponse positive à la demande du président François Hollande qui vient de partir. On nous l'a annoncé il y a 2 jours. Moi, je rentre avec la conviction que notre devoir, notre travail, c'est de faire en sorte que la pression de l'opinion ne pèse pas. Que ceux qui aiment Michel fassent en sorte qu'ils sachent que personne ne l'oubliera. Je suis quand même impressionné. En France, les prises d'otages sont suivies, je vois des grandes photos sur les mairies, j'entends les grandes déclarations. Pour Michel, je ne vois rien, je vois des petites photos là, un peu compliquées, etc. Je pense qu'il est important que vous vous mobilisiez de ce point de vue-là. Que des mairies s'engagent pour que tous les soirs, alors qu'on invoque les otages, qu'on n'oublie pas, mais qu'on ne l'oublie pas. Parce que l'oubli, c'est l'antichambre de la mort. Et pour quelqu'un qui a passé 18 ans en Bastille, il sort, il n'a pas de corvée. Il quitte sa maison d'arrêt escorté par, n'est-ce pas, 15, 20 gendarmes pour aller, n'est-ce pas, au palais de justice. Pour qu'il puisse tenir, c'est qu'il a un mental extrêmement puissant. 18 années, ce n'est pas rien. En isolation, ce n'est pas rien. Et il est malade. Pour ceux qui... Parce que vous savez, on cache des choses. Michel est atteint d'une plaie incurable. Il a été opéré plusieurs fois dans des conditions compliquées, mais il tient. Quand je suis parti de Douala, de Yaoundé, il m'a dit, dis-leur que je ne céderai pas,
je ne mourrai pas. Si je meurs, sachez qu'ils m'ont suicidé. Voilà, je suis venu témoigner pour lui et vous dire que le combat que nous menons pour sa libération, ce n'est pas un combat pro bono. Dans ma posture, rien ne m'engageait à être à ses côtés, pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Ma posture institutionnelle m'interdisait même d'être à ses côtés. J'ai fait le choix. J'ai fait le choix de la liberté, j'ai fait le choix de la vérité, j'ai fait le choix d'un combat pour lequel je suis convaincu que dans quelques semaines, nous aurons la solution. Pour revenir au volet financier, beaucoup sont intervenus pour faire séparer le volet financier du volet pénal. Beaucoup d'autorités ont souhaité que l'on séparera le volet pénal du volet financier pour permettre une meilleure négociation avec les entreprises franco-européennes et trouver les meilleurs moyens pour les payer. Je voudrais féliciter les dirigeants de ces multinationales. Ils n'ont jamais revoqué le mandat qu'ils avaient donné à Michel Théodore. C'est peut-être pour ça qu'il est encore en vie. Je pense que si ces mandats l'avaient lâché, lui-même, me semble-t-il, aurait lâché. Nous attendons dans les jours qui viennent les décisions qui vont être prises par le président de la République du Cameroun. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour ne pas perturber un processus politique qui est en cours. Mais tout ce que je sais, c'est que les batailles sont féroces à Yaoundé pour sa libération. Parce qu'entre en jeu dans ce dossier la question de l'indépendance de la magistrature au Cameroun, la question de la séparation des pouvoirs au Cameroun, la question du respect, comme disait le président François Hollande, de la parole donnée. Et je pense, compte tenu de la qualité et de la culture du président Biya, je vous ai écrit les Jésus, la parole donnée chez nous a un sens. Et cette parole qui est perturbée par beaucoup d'intervenants périphériques finira un jour par triompher. Parce que voyez-vous, on a beau empêcher la rivière de couler, vous avez beau l'enterrer, elle finit par apparaître quelque part et tout le monde est obligé de la voir. Moi, je suis venu vous dire ce soir. Je vous remercie d'être venu pour soutenir cette action. Je suis venu vous dire que dans mon pays, le Cameroun, il y a des gens forts qui sont engagés auprès de M. Tiatamana et qui n'ont peur de rien du tout. Et vous, on a beau dire que c'est l'Afrique, ce sont des pays, je ne sais pas comment, mais je ne suis pas convaincu que les errements que l'on constate là-bas, on ne les voit pas ici non plus. Donc par conséquent, moi je suis un fils de l'éducation française. J'ai fait toutes mes études ici à Paris, mais je me suis résolu à rentrer parce que je suis convaincu que tant qu'il n'y a pas de combattant de la liberté dans mon pays ne trouvera jamais ni les équilibres, ni la liberté, ni la paix. Alors ce soir, j'ai envie de vous dire merci d'abord à SOS Racisme d'avoir bien voulu organiser cette soirée. J'étais censé partir ce matin, je suis resté pour ça, je vous remercie. Continuez votre combat. Je me souviens du concert que j'avais organisé au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et c'est après ce concert que Alain Zedi créa SOS Racisme. Il y a longtemps, j'étais encore étudiant à l'époque. Je vois que le combat continue. Je voulais remercier mon confrère Dupont Moretti de nous avoir rejoints dans ce combat ô combien difficile. Ce qui était peut-être préférable que tu me rejoignis lorsqu'il y avait encore des choses à dire aux magistrats, mais maintenant que le combat est fini à Yaoundé, mais nous avons encore une instance à Genève. Non pas dans le domaine des Nations Unies, parce que dans les conventions que le Cameroun a signées avec ces multinationales, il y a une clause d'arbitrage qui loge le contentieux à Genève. Donc si rien n'est fait, dans les jours qui viennent, nous allons être obligés de saisir, n'est-ce pas, le tribunal arbitral de Genève pour arbitrer le litige financier pour que chacun vous voit.
qu'en définitive, la raison pour laquelle, et là je te rejoins, pour laquelle Michel Tangana est encore en prison, ce sont les intérêts financiers. Chacun va avoir son gâteau, il va falloir qu'on règle cette question de manière définitive. Je voulais dire à ceux qui veulent se battre à nos côtés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est Bottila qui disait ça il y a quelques années. N'ayez pas peur. C'est nous qui sommes sur le terrain. Les premières balles, s'il y en a, c'est nous qui les prendrons. Mais nous le prendrons avec la fierté de ceux qui se battent pour un homme qui n'a rien fait. Ce garçon n'a rien fait. Il n'a pas pris un centime des deniers publics de mon pays. Et ça, tous ceux qui ont lu le dossier le savent. Et ceux qui veulent se voir la face finiront par être jetés, n'est-ce pas, aux orties de l'histoire. Voilà pourquoi ce soir je suis là. J'ai dit ce que j'avais à vous dire. J'espère que demain, nous aurons l'occasion de nous revoir. Je voudrais remercier les époux graves qui sont là, qui sont les parents adoptifs de Michel Thierry Atangana. Je voulais dire à son fils, à ses deux enfants, que le combat ne fait que commencer. Un jour viendra où vous serez reconnus, ici et là-bas, parce que les sangs mêlés, c'est cela. Il faudra qu'un jour vous sachiez que votre père n'est pas un brigand, ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un voyou, c'est un homme d'église et un homme de paix. C'est un financier. Il m'a dit, le jour où je suis libéré, je ne prendrai pas la parole parce que je n'ai rien à dire. Mais j'espère que le jour où il sera libéré, vous serez tous là pour fêter avec nous ce jour-là. Parce que je suis convaincu que ce jour-là arrivera. Qui eût pu penser, en 1961, Mandela serait libéré? Il a été, et aujourd'hui il est célébré par le monde entier. Je pense qu'il faut repositionner le cas Michel Thierry Atangana dans une perspective historique. Et il faut que la France s'approprie ce combat. L'aide que vous nous apporterez, c'est de faire en sorte qu'il ait le même traitement que les autres Français en difficulté dans des pays étrangers, j'ai dit. Merci, merci beaucoup, mon président. Merci pour ces mots. Vous avez souligné le combat des racisme. Je précise aussi que cette soirée est organisée par le comité de soutien à Michel Thierry Atangana, dont les membres sont dans la salle. J'en profite pour vous saluer et saluer le combat formidable que vous menez. Nous ne lâcherons pas tant que Michel ne sera pas libéré. Ça, nous en faisons le serment. Nous irons jusqu'au bout, nous aussi, puisque nous sommes déterminés, puisqu'il s'agit de reconnaître l'innocence d'un innocent. N'est-ce pas? Merci et bon dimanche.